Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes en direct sur Al24 News. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. L'histoire de l'Afrique est jonchée de tragédies, de crimes contre l'humanité, de la traite transatlantique au colonialisme. C'est avec le goût du drame que notre continent vit, allant presque jusqu'à associer le continent au malheur, famine, génocide, massacre, guerre fratricide. Mais quand on se met à la recherche de la vérité, il s'avère bien souvent que ce destin macabre n'est pas une fatalité historique, mais de la réelle politique pour les puissances occidentales. Entre colonisation, impérialisme, néo-impérialisme, ils ont imposé leur vision du monde sur l'Afrique au prix du sang et de la déshumanisation. Ce soir, on va se pencher sur une de ces tragédies au Rwanda. Et cela s'est passé du 7 avril au 17 juillet 1994. Presque 1 million de Rwandais Tutsis et Hutus modérés se feront massacrer à coups de machettes par leurs compatriotes rwandais Hutus. Le récit des survivants emprunt à la folie meurtrière collective donne des sueurs dans le dos. Et pourtant, les coupables ont été programmés pour tuer aveuglément, et ce, depuis bien longtemps. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'être accompagné ce soir de Omar Benbarti, analyste politique qui me rejoint depuis Oran, en Algérie. Bonsoir, Monsieur Benbarti. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Tininen. Merci à tous vos téléspectateurs. Merci à Monsieur Martin. Je salue tout le monde. Je serai également accompagné, comme vient de le dire M. Benbarti, de David Martin, membre de l'association Survie, une organisation qui se bat contre la France-Afrique. Bonsoir, M. Martin. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de nous accueillir. Et je serai également accompagné de Paul-Antoine, analyste politique. Bonsoir, M. Paul-Antoine. Bonsoir. Merci pour votre invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Martin, je commencerai avec vous. Nous allons faire un petit rappel historique et il me semble que quand il est question de faits aussi tragiques, nous replonger dans les faits est important. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces 100 jours durant lesquels la fureur a frappé le Rwanda? Eh bien, en fait, donc ce qui s'est passé au Rwanda à partir donc du 7 avril 1994 et qui donc a donné lieu à l'extermination systématique des Tutsis du Rwanda et des Hutus modérés pendant donc 100 jours, quasiment 1 million de morts et en fait l'aboutissement d'un processus génocidaire qui était à l'œuvre depuis bien longtemps et qui était méticuleusement planifié. L'attentat donc qui a coûté la vie au président Habyarimana et au président rwandais dans la nuit du 6 avril n'a été qu'un élément déclencheur d'une mécanique qui était préparée de longue date par les extrémistes Hutus qui voulaient donc exterminer la totalité des Tutsis du Rwanda. Et donc pendant ces 100 jours, il y a eu donc le gouvernement a mené systématiquement une traque à tous les Tutsis du pays en commettant des massacres majoritairement par des armes à feu et par des armes de guerre et qui ont été finis à la machette, mais qui étaient principalement la plupart des massacres ont été commis avec des armes à feu. Et c'est des massacres qui étaient plusieurs dizaines de milliers de morts tous les jours, des femmes, des enfants, des fœtus, des vieillards, qui étaient massacrés méthodiquement lors de rassemblements et de contrôles organisés par l'armée, le gouvernement, les autorités administratives, toute la machine de l'État rwandais de l'époque a été mise en branle pour commettre ce génocide et après une très longue préparation, une très méticuleuse préparation. Donc cette idée de fureur qui s'empare du peuple, en fait c'est une idée qui fait croire que c'est quelque chose qui relève de la folie, alors que c'est pas du tout quelque chose qui relève de la folie, c'est quelque chose qui relève d'un plan méticuleusement organisé et mis au point depuis 50 ans quasiment, c'était à la réflexion et ça se préparait. Et voilà. Et donc le génocide a été arrêté par la progression du FPR, donc le Front Patriotique Rwandais, qui était composé de Tutsis en exil,
et qui ont fait une offensive militaire qui avait démarré en octobre 1990 et qui s'est terminée par la prise de Kigali en juillet 1994 et qui a permis de mettre un terme au massacre. Justement, on va revenir sur le fait que ce génocide ait été programmé, était préparé méticuleusement. Je viens vers vous, Monsieur Paul-Antoine. Évidemment, comme vient de le dire notre invité précédent, ce génocide ne s'est pas joué que durant 100 jours, n'est pas dû à la fureur humaine. Des événements l'ont précédé. On peut notamment rajouter la guerre civile rwandaise entre 90 et 93, comme l'a signalé Monsieur Martin, l'assassinat du président rwandais Habyarimana ou encore les accords de paix de Arusha. Est-ce que maintenant vous pouvez nous replonger dans la période qui a précédé ce génocide? Qu'est-ce qui se passait au Rwanda à cette époque-là? Alors, si vous le permettez, je reviendrai un petit peu avant. Il faut bien comprendre qu'au Rwanda, vous avez deux principales ethnies, les Tutsis et les Hutus. Les Tutsis qui sont plutôt des éleveurs, qui étaient à l'époque plutôt des éleveurs, et qui du coup étaient propriétaires du bétail et donc étaient plutôt riches, notamment par rapport aux Hutus qui globalement, pour généraliser, étaient des agriculteurs et des paysans. Ce qui explique que quand la colonisation a commencé, notamment ça a commencé par les Allemands au début qui sont arrivés et ensuite les Belges ont récupéré après la Première Guerre mondiale, les autorités coloniales se sont plutôt au début appuyées sur les Tutsis. C'est notamment les Tutsis qui ont en premier eu un accès à l'éducation. Ce sont eux qui ont les premiers qui ont pu s'intégrer dans les instances coloniales qui ont été créées, et ça jusque très tard, jusque dans les années 1950, où en fait il y a des missionnaires ensuite catholiques et protestants qui eux venaient pour parler aux Rwandais, au peuple rwandais dans son ensemble, donc aux Tutsis et donc aux Hutus, et qui, eux, ont appris à lire à tout le monde et ont parlé à tout le monde. Mais globalement, en une date, en 1931, par exemple, qui est une date assez importante, je trouve, il y a un document d'identité ethnique qui est mis en place où on vous dit à quel groupe ethnique vous appartenez, c'est-à-dire les Tutsis, les Hutus ou les Twa. Les Twa, c'est le plus petit groupe qui était plutôt des ouvriers. Donc en fait, il faut bien comprendre qu'il y a eu dès le début un peu ce problème où vous aviez les Tutsis qui étaient plus riches, qui ont rapidement pu s'intégrer avec les autorités coloniales et qui étaient un peu le relais des autorités coloniales au Rwanda. Donc forcément, ça leur a donné, si je puis dire, un avantage. Et très clairement, quand il y a eu la décolonisation, et déjà même avant, ceux qui étaient très bien implantés, qui comprenaient le système parce qu'ils faisaient partie et qui ont même construit ensuite le système, c'était clairement les Tutsis. Ensuite, comme vous l'avez dit, il y a eu des tensions qui se sont créées notamment lors de la décolonisation. Et le président Habyarimana, lui, a voulu quand même jouer la carte de l'apaisement. Et c'est notamment pour ça qu'il a été soutenu au début par certaines capitales européennes, et notamment la France, parce qu'il voulait stopper un peu ces conflits. Très clairement, si lui le voulait, les clans autour de lui, qui étaient beaucoup plus extrémistes, ne le voulaient pas. Et comme disait mon prédécesseur, des massacres avaient déjà eu lieu et étaient déjà organisés. Donc, ce qui veut dire que 1994 n'est pas le début du génocide, c'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais ça avait commencé avant. Et rapidement, dans les années 60, et je terminerai là-dessus, en 63, vous avez Le Monde, le journal français Le Monde, qui parle d'un génocide au Rwanda, et vous avez Radio Vatican qui parle en 1964, si je ne me trompe pas, qui parle du plus grand génocide commis dans le monde après celui commis sur les Juifs. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui avait commencé, évidemment pas à la même échelle que ce qui arriva en 1994. Très bien, merci Monsieur Martin. Je viens vers vous, Monsieur Bembartier. Comme viennent de le dire les deux premiers invités, on voit clairement que ce génocide a été programmé méticuleusement depuis l'extérieur par les ingérences étrangères. On va parler d'autres ingérences étrangères, notamment celle de Bretton Woods et de ses institutions. Mais avant de revenir à ce point, est-ce qu'on peut, avec vous, revenir précisément sur le rôle qu'a joué la France dans ce génocide programmé ? Oui, c'est important de retenir
l'essentiel dans cette affaire qui date du siècle dernier. Ça ne fait que 30 ans, bien entendu, mais toujours est-il qu'on nous a fait croire pendant longtemps que ce serait le dernier génocide au XXe siècle. Or, nous découvrons qu'il y a d'autres génocides qui se font encore aujourd'hui, de nos jours. Ce que je dois dire à propos de ce que l'on peut retenir de ce génocide, c'est qu'il a d'abord été fomenté par le colonialisme. Il faut bien comprendre que ce sont les Belges, le colonialisme belge, qui a lui-même commencé à séparer les Hutus et à faire en sorte qu'il se voue une haine viscérale. Des haines, il peut en exister dans toutes les ethnies du monde, mais toujours est-il qu'on peut se poser la question de savoir comment vivaient ces gens avant la pénétration coloniale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les massacres qui ont été réalisés, près d'1 million de morts, c'est en majorité des Tutsis, ces massacres-là ont été réalisés sous la férule aussi bien des puissances coloniales de l'époque, donc la France, la Belgique et même les Nations Unies qui sont intervenues par la suite. Et on peut se poser la question de se demander pourquoi ces massacres ont-ils été couverts et pourquoi en 2024 les archives concernant les responsabilités des uns et des autres ne sont pas tout à fait mises à la disposition des chercheurs même si certains journaux ont pris des positions quelque part juste après l'indépendance. Toujours est-il que les responsables de ces massacres, beaucoup d'entre eux vivent confortablement peut-être en France. Beaucoup, ils sont au moins une quarantaine. D'autres ont été éparpillés entre le Togo, le Cameroun, etc. Je parle des génocidaires. Hein. Oui. Parce que le gouvernement génocidaire des Hutus qui a été installé après l'assassinat du président, ce gouvernement a été partie prenante de ce génocide. Mais il a été aussi, il y a une complicité, entre guillemets, mais qui est effarante, et qu'il s'agit de bien responsabiliser, mais il y a un silence total là-dessus, c'est de se demander quel a été le rôle de l'armée française en particulier et des pouvoirs politiques. À l'époque, c'était François Mitterrand qui était président de la République. Et donc, on peut se demander quel jeu ils ont eu à jouer lorsqu'ils ont, en principe, dit qu'ils combattaient le FPR de Paul Kagame, rappelant que Paul Kagame, qui est aujourd'hui président de ce Rwanda, continue de faire parler de lui en tapant sur le nord-est de la République démocratique du Congo, l'ancien Zaïre, où sont réfugiés de nombreux Tutsis. Et donc, il y a des règlements de compte qui ne sont pas finis, qui ne sont pas terminés, et ce serait important à un moment ou à un autre de poser la question de savoir qui est responsable et qu'a-t-il été fait pour punir ces responsables. Il y a eu des condamnations de 17 ministres sur les 21 que comptait le gouvernement génocidaire, mais et le Premier ministre a été condamné à perpétuité. Mais toujours est-il que lorsqu'on en revient à ce qui se passe aujourd'hui, on peut se poser des questions qui restent toujours pertinentes. Pourquoi Paul Kagame, qui a été un artisan de la campagne contre les Hutus, pourquoi aujourd'hui il est président et quelle est son attitude vis-à-vis de l'ensemble des questions qui ont déchiré ce pays pendant une trentaine d'années. Très bien, je viens vers vous, Monsieur David Martin. Alors, on le dit, on le redira toujours, la France a été un parti pris dans ce génocide, surtout quand on prend acte des mots exprimés par l'ex-président français François Mitterrand qui dit un génocide, je cite, un génocide de ces pays-là n'est pas très important. Quel a été l'objectif de la France par cette déstabilisation meurtrière du Rwanda ? Le Rwanda, c'est donc un pays qui, pour la France, a un rôle qui a été un petit peu... Enfin, disons que nous, à Survie, on analyse ce que a fait la France au Rwanda dans la continuité de ce que la France a fait dans les autres pays africains de ses anciennes colonies, à savoir de soutenir un régime autoritaire envers et contre tout, en vue de pouvoir conserver sa zone d'influence. Et aujourd'hui, on sait que la France a signé un accord de coopération militaire avec le Rwanda en 1975 pour les aider à former une gendarmerie. Et c'est surtout à partir de 1990 et l'offensive
du FPR depuis l'Ouganda, qui a fait que la France là, a apporté un soutien massif au Rwanda pour former son armée, l'équiper et former son administration et son administration judiciaire et policière. Et en fait, tout cet appareil qui a été mis en place entre 1990 et 1994 a été l'appareil qui a servi à commettre le génocide. Et aujourd'hui, on sait tout à fait que la préparation au massacre et des extrémistes Hutus étaient parfaitement connus des services français, et finalement qu'ils ont soutenu un régime autoritaire jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils commettent donc ce génocide entre avril et juillet 94, et la France a continué à les soutenir même pendant la commission du génocide, puisque la France a continué à livrer des armes, à apporter du soutien. Je rappelle par exemple que quelques semaines après le début du génocide, l'ONU a donné son approbation à la France pour mener une opération qui s'appelle l'opération Turquoise sur le terrain. Quelle est cette opération et quel a été son rôle ou son implication directe dans le génocide ? Eh bien, disons que cette opération qui est aujourd'hui présentée comme une opération humanitaire, donc les fameuses opérations militaro-humanitaires promues par la France, on sait qu'en fait cette mission, cette opération militaire, elle avait pour but dans un premier lieu, elle a été imaginée pour apporter un soutien au gouvernement intérimaire rwandais qui était en train de commettre le génocide, pour résister face au FPR, puisque il y avait toute une mythologie au sein de l'état-major et de l'Élysée qui craignait que les Tutsis seraient d'obédience marxiste totalitaire, qui était une invention totale et complète qui était complètement une création en fait pour soutenir ce gouvernement. Et c'est avant tout pour la zone d'influence et pour conserver ce pays dans la zone de la francophonie, puisque l'obsession de Mitterrand, de son chef d'état-major particulier, qui était Queneau à l'époque, était que les anglo-saxons allaient avoir plus d'influence qu'eux dans cette région. Et donc il y a cet aspect-là, et l'autre aspect, c'est que la France donc soutenait aussi d'autres régimes totalitaires et autoritaires en Afrique, et continue à le faire aujourd'hui, et qu'en fait, si jamais il lâchait Abiyarimana, les autres dictateurs auraient vu que le soutien de la France, il marche jusqu'à un certain point, et en fait, ils avaient très peur d'un effet domino sur le fait que s'ils lâchaient ce dictateur-là, alors les autres dictateurs allaient plus avoir confiance dans le soutien de la France. Donc la France a vraiment soutenu jusque dans l'horreur la plus absolue ce gouvernement qui a commis donc ce génocide. Et aujourd'hui encore, la reconnaissance de la complicité de certains responsables civils et militaires français est une question qui n'arrive pas à être abordée en France et qui est un vrai problème, puisque aujourd'hui on a un nombre d'éléments absolument colossaux qui montrent que la France a soutenu des gens qui étaient en train qui allaient commettre un génocide puis qui l'ont commis, en connaissance de cause et en sachant que l'aide apportée allait aider à commettre le crime, ce qui est dans le droit pénal français la définition de la complicité. Et donc aujourd'hui, nous à Survie, on lutte pour faire reconnaître la complicité donc des responsables civils et militaires de l'époque dans la complicité de génocide. Très bien. Monsieur Paul-Antoine, aux côtés de la France qui avait des accords militaires avec le régime génocidaire du Rwanda, le FMI à cette époque-là a accordé d'importants crédits à ce régime pour acheter des armes. Comment expliquez-vous est-ce qu'on peut parler de complicité du FMI puisqu'il savait à quoi allait servir cet argent, mais surtout comment expliquer ce soutien inconditionnel de génocidaires, tout comme on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe en Palestine, ce soutien inconditionnel de la part d'institutions occidentales des génocidaires? Alors, si je peux revenir un peu sur ce qui a été dit avant, je suis globalement assez d'accord. Il y a aussi un autre aspect qui, à l'époque, la France était en cohabitation. C'est-à-dire que le président François Mitterrand était socialiste. C'est aussi, je pense, pour ça que aujourd'hui, on a beaucoup de mal en France à parler des responsables français de ce génocide, parce que ça voudrait revenir à notre avant-dernier président socialiste et toucher le phénomène
Mitterrand, le monument Mitterrand. On va revenir à ce point dans un instant, parce qu'il est très important au sein de la Ve République et de cette République qui a mené des empires coloniaux. Il y a le dossier de la mémoire avec l'Algérie, avec les anciennes colonies. Donc on va revenir à ce point précis, parce que il me semble, et je ne sais pas si les autres invités partagent mon avis, que ce n'est pas un tabou de socialistes ou de droite, parce que même les gens de droite ont mené des invasions. C'est justement ce que j'allais dire, c'est qu'en fait il y avait une cohabitation, c'est-à-dire que le président était socialiste et le Premier ministre Édouard Balladur de l'époque était de droite gaulliste, donc il y avait aussi, en plus de ce qui a été dit précédemment, encore une fois je suis assez d'accord, il y avait aussi ce problème entre l'appareil de l'État français, entre le président et le Premier ministre. Pour répondre à votre question, le FMI très clairement est une organisation internationale qui est détenue, qui est contrôlée par le monde occidental, c'est-à-dire les États-Unis. La France a un rôle à jouer. On sait bien que la patronne actuelle du FMI est française. L'avant-dernier chef du FMI était français, c'était M. Strauss-Kahn. Donc, globalement, c'est un appareil complètement occidental qui est fait pour donner des prêts à des pays qui suivent la bonne politique occidentale imposée par l'Occident. C'est-à-dire que très, très concrètement, vous faites ce qu'on vous dit, c'est-à-dire privatisation. Donc, c'est tous les anciens pays du bloc soviétique, par exemple, dans beaucoup de pays africains et dans beaucoup de pays d'Amérique latine. Vous faites les privatisations qu'on vous demande, qui vont forcément dans l'intérêt d'un cartel en général américain, français, britannique ou allemand, et on vous donnera des prêts en échange. Donc c'est absolument pas surprenant que le FMI ait soutenu le Rwanda de l'époque, parce que le Rwanda de l'époque, comme ça a été dit, était soutenu par la France. Et il faut bien comprendre aussi que la France avait traditionnellement, par son empire colonial, avait une place très importante en Afrique de l'Ouest, mais très peu en Afrique de l'Est ou en Afrique centrale. Et donc, c'était important pour la France de garder, encore une fois, comme ça a été dit, de garder une place notamment par le Rwanda. Et donc, vous avez un support militaire qui est fait par l'envoi de forces militaires, par l'envoi d'armes, évidemment, tout ça organisé par la France ou par les États-Unis ou ailleurs. Et vous avez un soutien politique. Et le troisième volet est un soutien économique, et ce soutien économique, il est en général fait soit d'État à État, avec des relations économiques, soit il est aussi fait avec le FMI, et ça continue aujourd'hui. On le voit notamment par exemple avec l'Ukraine, où l'Ukraine est soutenue complètement par le FMI, avec des prêts du FMI, quand l'Ukraine ou d'autres pays font ce que les Occidentaux demandent. Donc très clairement, c'est une sorte de chantage, et si vous êtes aligné avec la politique de mon pays, vous aurez un prêt du FMI qu'il faudra rembourser derrière, bien évidemment. Et en revanche, si vous n'êtes pas aligné avec mon pays, vous n'aurez pas de prêt du FMI. Très clairement, le Venezuela n'aura jamais de prêt du FMI, alors que des pays où l'Algérie n'aura évidemment jamais de prêt du FMI, alors que certains pays qui suivent la bonne politique occidentale, eux, auront et continuent et ont eu des prêts du FMI. Très bien, je viens vers vous, Monsieur Bemberti. Les deux invités ont commencé à nous mettre dans ce contexte de l'époque où il était entre guerre froide, mais aussi redistribution des cartes et enjeux politiques et économiques majeurs. Est-ce que finalement, vous pouvez nous en dire plus sur cet échiquier géopolitique de ces années-là, mais surtout, est-ce que le contexte politique mondiale de l'époque a favorisé la mise en place de ce génocide? Est-ce que dans un autre temps, jouant en situationniste, on aurait pu éviter ce génocide? Vous posez une très bonne question, mais il faut garder présent à l'esprit que le contexte de l'époque n'a pas changé. Les conflits qui existent entre les colonialismes, nous les connaissons depuis la fin du 19e siècle. Donc, en ce qui concerne le Rwanda, la France de l'époque, bien entendu la France-Afrique, avait une vision très particulière de ses intérêts, ce qui est tout à fait normal et légitime de son point de vue, bien entendu. Mais les anglo-saxons avaient une autre vision, les Américains en particulier, puisque je rappelle au passage que Paul Kagame, l'actuel président formé aux États-Unis, c'est un anglo-saxon, il vient de l'Ouganda. Et donc, l'Ouganda est beaucoup plus anglo-saxonne que francophone. Donc, il y a des conflits entre puissances coloniales auxquels nous avons assisté et auxquels nous assistons encore aujourd'hui. Ces conflits-là
ne peuvent exister que parce que les intérêts peuvent rentrer en conflit. Regardez ce qui s'est passé au Niger, au Mali et au Burkina Faso, au Niger en particulier, lorsque les Nigérians, le général Tchani a décidé de renverser le président Bazoum et qu'il a demandé à l'armée française de quitter le Niger. Mais il y avait, rappelez-vous, une base américaine à Agadez. Et là, il a aussi demandé aux Américains de déguerpir. Donc, nous sommes dans une reconfiguration de ces intérêts et les antagonismes qui pouvaient exister à une époque entre les anglo-saxons, comme disait votre invité tout à l'heure, et la France-Afrique, même si à l'intérieur, entre Balladur et François Mitterrand, il y a des problèmes de cohabitation, mais ça c'est du pipeau lorsqu'on se situe du côté des pays colonisés. Nous, on n'en a rien à cirer de savoir que, par exemple, aujourd'hui, Joe Biden comment il s'appelle l'autre candidat, pour nous, ils sont les mêmes. Et donc, Balladur, Jacques Chirac ou François Mitterrand, vis-à-vis des colonies et de l'ancien empire colonial français, c'est du pareil au même. Donc, à partir du moment où les intérêts s'entrechoquent, ces pays-là vont laisser faire un certain nombre de situations qui peuvent déboucher sur des drames aussi épouvantables que ce génocide au Rwanda, mais nous assistons aujourd'hui en direct au même drame épouvantable et nous assistons aujourd'hui en direct au comportement des pays qu'on appelle d'Occident, les États-Unis en particulier, mais aussi l'Europe, vis-à-vis du génocide contre le peuple palestinien avec l'entité sioniste. C'est exactement la même chose. Très bien. Très chers téléspectateurs, on vous retrouve tout de suite après cette courte page publicitaire. Madame, Monsieur, rebonsoir, vous êtes sur Al24 News et vous regardez Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines qui se penchent ce soir sur ce génocide vécu par le peuple rwandais durant les années 90. Je viens vers vous, Monsieur David Martin. Un autre événement me paraît être intéressant pendant cette chronologie qu'on est en train de retracer ce soir. La mission des Nations Unies pour assistance au Rwanda, qui est une mission de l'ONU créée en 93 et dissoute en 96. Mais coup de théâtre, le 20 avril 1994, le Conseil de sécurité décide de retirer les soldats de cette mission. Pourquoi est-ce qu'on retire une mission qui est censée accompagner le pays dans la paix et le laisser livrer à lui-même finalement? Alors, l'histoire de la mission donc de la MINUAR est effectivement, en fait, cette mission de l'ONU, elle a été mandatée donc pour remplacer en fait les troupes françaises qui étaient présentes donc au Rwanda depuis octobre 1990 et qui a été donc une demande explicite dans le cadre des accords d'Arusha, c'est que l'armée française se retire du Rwanda. Donc la MINUAR a été mise en place donc pour protéger les représentants du FPR qui devaient siéger au Parlement et qui étaient donc et donc il y a eu ces fameux des militaires du FPR qui ont été positionnés au CDN à Kigali à ce moment-là, et donc les soldats de la MINUAR étaient là pour assurer la mise en place du gouvernement de transition qui avait été décidé dans le cadre des accords d'Arusha. Et il se trouve que à ce moment-là, l'ONU était engagée en Somalie, venait donc d'avoir une mission en Somalie où les Américains, avaient eu presque 20 morts qui ont eu lieu dans une opération militaire qui venait de se dérouler en Somalie. Et donc il y avait au sein de l'ONU et en particulier de la part des Américains un souhait de ne pas engager de forces de l'ONU sur un nouveau théâtre qui pouvait déraper. Donc ça a fortement joué, et il y avait la Bosnie-Herzégovine en même temps où il y avait aussi des forces de l'ONU qui étaient engagées dans un conflit. Et donc, il y a eu au sein de l'ONU il y a eu plusieurs dysfonctionnements. Il y a eu le fait que la force de la MINUAR n'était pas ni équipée ni formée
pour s'interposer en cas de massacre et pour aller désarmer les extrémistes Hutus, alors qu'elle avait des informations sur des caches d'armes et sur le fait que c'était clairement en train de préparer des massacres à grande échelle. Et donc là, on lui a interdit d'aller chercher ses armes et d'empêcher cela. Et quand il y a eu après l'attentat contre le Falcon présidentiel et le début des massacres, là l'ONU en fait a décidé de se retirer et en grande partie sous la pression des Américains qui venaient d'avoir cet épisode en Somalie où ils avaient perdu quasiment 20-25 militaires pendant une opération et qui faisait qu'aujourd'hui, ils ne voulaient plus qu'il y ait l'engagement de forces de l'ONU sur des terrains de guerre. Après, il faut aussi savoir que là, en 1994, donc on était 5 ans après la chute du mur de Berlin, et donc l'ONU se retrouvait dans une configuration un petit peu nouvelle, avec donc aujourd'hui avec plus du RSS et donc des nouveaux équilibres qui étaient en train de se mettre en place sur la scène internationale. Et clairement, aujourd'hui, l'analyse qu'on a été faite en interne à l'ONU, c'est que le fonctionnement même au sein de l'ONU à cette époque-là, et ça a mis en évidence qu'il y avait un gros problème dans la capacité de l'ONU à mobiliser les forces et à jouer son rôle tel qu'il avait été défini, donc de promouvoir la paix dans le monde, etc., après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc ça a été effectivement un des grands échecs de l'ONU de ne pas avoir, parce que malgré ces 2500 militaires qui étaient sur place, ils étaient complètement dépassés par la situation des violences qui se déroulaient sous leurs yeux. Très bien, je viens vers vous, Paul-Antoine, et vous avez commencé justement à parler tout à l'heure de cette hantise française de parler de l'implication directe de l'ex-président François Mitterrand dans ce qui est un génocide. Mais même la presse aujourd'hui, quand elle parle de ce génocide, elle omet complètement le rôle de François Mitterrand, mais aussi le rôle de la France-Afrique. Quelle explication faites-vous ? Alors, il y a deux choses, il y a deux sujets. Un sujet qui est, je dirais, un petit peu plus historique, je ne vais pas m'attarder dessus, c'est le cas François Mitterrand. Comme vous le savez, M. François Mitterrand a collaboré en 1940-1944 avec l'occupant allemand. Il a reçu la francisque des mains du maréchal Pétain pour ça, et pour autant, il a été président socialiste, et c'est évidemment oublié par tout le monde. Bon, ça c'est les joies en France, quand vous êtes du Parti socialiste, vous avez le droit, ou du Parti communiste, vous avez le droit à certaines choses. C'est comme ça. Voilà. Monsieur Mitterrand a d'ailleurs d'autres choses, d'autres casseroles, si je puis dire, et voilà, on ne reviendra pas sur, si je puis dire, le monument Mitterrand. Ensuite, votre question, qui pour moi est très intéressante, c'est sur la France-Afrique. La France-Afrique, la France, alors quand je dis la France, c'est pas le peuple français, c'est l'élite. L'élite française depuis 40 ans, 50 ans, ne comprend pas, parce que c'est la même, hein, on change de président, mais c'est exactement la même. Cette élite-là, politique principalement, et économique, ne comprend pas que la France n'a plus rien à faire en Afrique. Elle ne le comprend pas. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi elle ne le comprend pas, mais c'est un fait, elle ne le comprend pas. Alors, la France recule petit à petit en Afrique, parce que notre élite ne le comprend pas. Je me permets de vous couper, parce que finalement, ce n'est pas ça la continuité coloniale, cette élite qui refuse de... Évidemment, mais complètement. Si vous voulez, cette élite s'est dit, on quitte l'Afrique pendant la décolonisation, mais on va rester avec la France-Afrique, et on va rester, et ça a été dit d'ailleurs précédemment, on va rester en soutenant des dictateurs qui, en fait, in fine, nous appartiennent parce qu'ils sont complètement corrompus par l'argent français, parce qu'ils ont des palaces à Paris, etc. Ça a duré, ça a marché, il faut le reconnaître, ça a marché. Cette élite française a contrôlé une partie d'Afrique de l'Ouest, jusque pour certains pays, il y a encore 10 ans, certains pays étaient encore complètement contrôlés par la France. Mais petit à petit, ça a marché de moins en moins. Et cette élite ne comprend toujours pas, le président Macron ne comprend toujours pas que la place de la France n'est pas en Afrique. Alors, on a des liens avec l'Afrique, c'est un fait, c'est historique, c'est comme ça, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Je parle aujourd'hui à la télé algérienne, la France a des liens avec l'Algérie, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est une réalité. Maintenant, la France doit définitivement quitter et stopper avec la France-Afrique, et ça, notre élite et le président Macron
ont toujours du mal à le comprendre. Alors, eux ne le comprennent pas, mais les Africains, fort heureusement, eux, le comprennent. Donc, ils virent la France petit à petit, avec les Chinois, avec les États-Unis, ce qui n'est pas forcément très bon pour eux, avec les Russes de Wagner, on l'a vu au Mali, on l'a vu en Centrafrique et au Tchad récemment. Donc, c'est excellent. Maintenant, cette élite ne le comprend pas et elle ne le comprendra, à mon avis, malheureusement, jamais. Très bien, monsieur Omar Ben Barty, comme vient de l'expliquer notre invité, il y a un problème de vision finalement, de vision et de destin. Le président français Emmanuel Macron nous a habitués à faire des déclarations quant à la responsabilité coloniale de la France, de la France, mais aussi à vouloir. Récemment, il a déclaré que finalement la France aurait pu arrêter ce génocide, mais la question qu'on se pose, parce qu'on sait très bien que ces déclarations ne sont là que pour faire la une de la presse, pourquoi autant de tabous en France aujourd'hui sur la question de la mémoire et des crimes de guerre? Ça, c'est une question qu'il faut poser à l'oligarchie. Vous l'avez appelée élite, moi je l'appelle oligarchie. À l'oligarchie française qui ne veut pas, comme l'a si bien dit un de vos invités, et je les remercie tous les deux pour leur prise de position, car elles sont très courageuses. Cette oligarchie ne veut pas entendre parler du passé colonial. Cela fait partie du comportement typiquement français. Les anglo-saxons, les Britanniques sont moins complexés vis-à-vis de leur passé colonial. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait de mal, mais toujours est-il que, vu les massacres qui ont été commis, quand vous parlez de ce génocide au Rwanda, le génocide au Rwanda, il est en grande partie dû au fait colonial. C'est en particulier l'attitude de l'armée française qui n'a rien d'honorable pendant ce conflit qui peut démontrer les situations dans lesquelles nous sommes encore aujourd'hui. La francophonie, la France-Afrique dont parlait votre invité tout à l'heure, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans les 15 pays d'Afrique francophone, je rappelle que c'est toujours le franc CFA qui est en position dominante. Il n'est pas normal que ces pays qui sont censés avoir accédé à l'indépendance dans les années 60 continuent de fonctionner avec une monnaie qui est fabriquée à Chamalières, en Auvergne, près de Clermont-Ferrand. Et il y a quelque chose de pas normal là-dedans. Mais maintenant, les élites, encore si tant est qu'elles existent, panafricanistes, qui sont en train d'essayer de développer un autre discours, sont en train de développer elles aussi une pratique nouvelle pour dire qu'il faut abolir la présence du franc CFA en Afrique francophone, en Côte d'Ivoire, etc. À partir de ce moment-là, le jour où un pays qui voudra asseoir sa souveraineté le fera en créant sa propre monnaie, regardez ce qui s'est passé en Libye et comment on a assassiné Kadhafi. C'est pas moi qui ai assassiné Kadhafi, c'est pas les Algériens, ce sont pas les Africains. Que je sache, c'est l'OTAN avec Sarkozy, Obama et David Cameron. Donc les choses sont claires, il n'y a pas lieu de tergiverser, de chercher maintenant. Les responsabilités, on les connaît, elles sont sûres. Bien sûr que le pays colonial fera tout pour les faire taire et conservera les archives, mais bon, il y a des lois cinquantenaires, etc. pour les historiens. Mais à partir du moment où ces pays arriveront, mais ça a été dit malheureusement, votre invité a dit que jamais ils ne pourront comprendre, cette oligarchie ne comprendra jamais que le discours a changé, que même le président Macron va devoir affronter de nouvelles situations. Ça suppose qu'il y ait des révolutions culturelles qui se fassent et qui ne sont pas encore faites malheureusement. Monsieur Paul-Antoine, est-ce que vous pensez qu'on pourrait arriver aujourd'hui à des procès contre ces acteurs de la France-Afrique, que ce soit pour le pillage des richesses, pour l'accaparement des terres, ou encore au moins pour les crimes de guerre qui, selon la Convention de Genève, est claire, les lois internationales sont claires? Non, alors bon, déjà, la colonisation est un très vaste sujet. On n'a pas le temps maintenant d'en parler, évidemment. Donc, ce serait un très vaste sujet. Il faudrait revenir sur les responsabilités de beaucoup en France et pas que. Très clairement, c'est pas avec le président Macron qui, comme vous l'avez dit, donne des interventions, parle, mais finalement, il n'y a rien derrière. Il faut comprendre pourquoi il parle. Je pense que vous faisiez référence, sans le savoir, à ce qu'il a dit sur la guerre d'Algérie. Faut pas aussi oublier que le président Macron a été soutenu pour son premier mandat par une partie d'un certain clan politique en Algérie.
qui lui a donné de l'argent, qui a financé sa campagne. Ça, faut bien comprendre tout ça. Donc, les déclarations du président Macron ne viennent pas par hasard. Les déclarations des anciens présidents ne viennent pas par hasard non plus. Maintenant, c'est ce qui a été dit sur le cas de la Libye, de l'attaque française de l'OTAN en Libye contre Kadhafi. Si vous voulez, il faut bien comprendre que la France, que l'Occident fera tout, et que ce soit en Afrique ou ailleurs, on le voit en Ukraine, on l'a vu en Yougoslavie il y a 25 ans, l'Occident fera tout pour garder son contrôle sur des zones, ou alors pour détruire des zones qu'il ne pourra pas contrôler. Ça, malheureusement, il n'y a rien de nouveau, et c'est comme ça depuis César, divisé pour mieux régner. Donc malheureusement, ça ne changera pas. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est qu'en Afrique, la France, ça c'est une réalité, quitte l'Afrique. C'est excellent. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle, notamment pour l'Afrique évidemment, mais aussi pour la France et pour le peuple français, qui payait du coup certaines choses, notamment le déploiement de son armée. Une journée de guerre au Mali coûtait 1 million d'euros aux contribuables français. Je pense que le contribuable français n'est pas que la France quitte l'Afrique, c'est très bien. Maintenant, il faut bien comprendre que faut pas que la France quitte l'Afrique pour que ce soit récupéré par la Russie, par la Chine ou encore pire par les États-Unis. Le gros problème, il est là. Il est que, et ça a été dit précédemment, et je suis assez d'accord avec ça, c'est que il y a une élite souverainiste qui semble se mettre en place en Afrique, mais moi j'attends de voir. Et pour le moment, il y a quelques, soyons pas pessimistes, il y a quelques bons dessins qui sont en train de se faire dans certains pays, mais ça reste encore fragile. Et j'ai peur que certains pays ne soient pas assez forts, notamment d'un point de vue économique, militaire, politique, pour rester vraiment indépendants. Et la question du franc CFA, pour moi, est une question centrale, mais c'est très clair. Aucun président en France que nous avons, qui sont élus notamment avec des Français d'origine africaine, aucun de ces présidents-là n'ont aboli le franc CFA. Le président Hollande, le grand socialiste, n'a rien fait contre la guerre en Libye. Il n'était pas président, il était président de l'opposition, il était président du Parti socialiste et il était député français. Il n'a rien fait contre la guerre en Libye, qui a été l'une des pires guerres de ces 20 dernières années de la France. Il n'a rien fait. Donc, si vous voulez, il faut aussi que les Français comprennent ça et que les Français comprennent qui votent. Et que les Français sortent. Il faut bien comprendre qu'en France, il y a tout un discours qui nous explique que certains sont gentils. Le président Macron est quelqu'un de très gentil. Vous savez, il a gagné 2 fois contre l'immonde bête de l'extrême droite. Donc forcément, il ne peut être que gentil. Quand vous avez dit ça, vous avez compris le débat politique français qui ras des pâquerettes. Et ça explique que du coup, le président Macron, le président Hollande avant lui, évidemment le président Sarkozy, puissent faire les pires choses possibles en Afrique ou ailleurs, c'est malheureusement pas qu'en Afrique, et que les personnes ne disent rien. Et ensuite, juste pour finir très rapidement sur les médias, ça c'est pas très compliqué, vous avez des médias indépendants qui parlent de certains sujets, et très bien, et vous avez d'autres médias, notamment détenus, vous savez que la présidente de France Télévisions, c'est-à-dire la plupart des chaînes françaises, est mise en place par le président de la République. Donc forcément, vous n'allez pas aller contre votre patron, contre la main qui vous nourrit. C'est un problème en France et beaucoup de Français en sont conscients. Très bien, je viens vers vous, Monsieur David Martin, et la lumière de ce que vient de dire Paul-Antoine. Et effectivement, je faisais référence aux déclarations du président français, que ce soit au Burkina Faso ou encore en Algérie. Est-ce que finalement, cette volonté, comme vient de le dire notre invité, est une volonté mercantile qui répond à l'intérêt politique, ou il y a un réel problème avec la colonisation, le néocolonialisme au sein de la Ve République qui a besoin de la France-Afrique pour sa survie, sans référence à votre organisation? Non mais tout à fait. Disons que nous, l'analyse qu'on fait de la relation donc de la France avec ses anciennes colonies, le système néocolonial donc qui a été mis en place dès les indépendances et qui a été parfaitement calculé et pensé dans le cadre des indépendances qui arrivaient dans les pays les uns après les autres, et comment on pouvait garder la mainmise donc sur ces colonies en leur donnant l'indépendance. Donc c'est ce qui a donné lieu à ce système
qu'on appelle France-Afrique et qui existe toujours. Après, le principe de ce système, c'est que c'est un système qui mute et qui s'adapte. Donc aujourd'hui, moi je dirais que de la part des gouvernants, des gens qui sont au pouvoir en France aujourd'hui, et je dirais que ça va de l'extrême droite à l'extrême gauche, de tout le panel politique, il y a un consensus très large sur le fait que la France doit garder une position prédominante en Afrique et que c'est son précaré, donc une vision vraiment colonialiste qui dit que la France, pour qu'elle puisse avoir son rayonnement qu'elle a dans le monde, elle doit avoir ses appuis dans ses anciennes colonies. Et donc, il y a vraiment une volonté de maintenir ça de la part des gouvernants français aujourd'hui. Donc après, qui se heurte effectivement aux volontés des peuples de pouvoir décider de leur destin. Donc ça, aujourd'hui, c'est effectivement ce qu'on observe quand l'armée française se fait sortir de certains pays. Il ne faut pas non plus négliger le fait qu'il y a toujours donc au Tchad une base militaire française où il y a plus de 1000 militaires, qu'il y a à Djibouti la même chose, qu'il y a une base au Sénégal, qu'il y a une base au Gabon, qu'il y a donc les Français ont des militaires partout, dans plusieurs pays africains qui sont positionnés pour intervenir en cas de besoin. Il y a des conseillers militaires auprès de tout un tas d'états-majors africains qui sont toujours là. Donc aujourd'hui, aujourd'hui la France a clairement une volonté de faire muter cette France-Afrique qui était le système qui a été mis en place par Foccart, avec des relations personnelles avec les présidents, avec des systèmes des accords cachés, etc. Donc aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, on peut plus. La France a compris qu'il ne pouvait plus fonctionner comme ça. Donc là, ils sont en train de chercher la mutation qui va permettre de maintenir ça, et notamment par le fait que ce soit par le biais de ces multinationales, comme par exemple Total, qui prend des champs pétroliers et gaziers maintenant au Mozambique, partout en Afrique. Total se déploie en Ouganda, où ils sont en train de forer donc des nouveaux puits et de construire un nouveau pipeline qui va traverser l'Ouganda et la Tanzanie. Vous avez les entreprises comme Orange, vous avez des entreprises... En fait, il y a effectivement sur le secteur des produits manufacturés, la France a clairement perdu des parts de marché en Afrique parce qu'aujourd'hui, les produits manufacturés viennent de Chine. Mais sur les matières premières, par exemple, les flux d'argent que Total draine depuis l'Afrique vers le siège sont des flux qui n'ont pas diminué en volume. Et c'est quelque chose qui, avec Perenco, avec d'autres entreprises pétrolières qui cherchent à s'implanter, qui sont implantées en Afrique, qui continuent donc cette politique impérialiste. Et aujourd'hui, c'est vraiment effectivement les aspirations à l'autodétermination et à l'indépendance des peuples africains qui met la France dehors dans certains pays. Mais je pense que la volonté de la France et de ses gouvernants, elle est de conserver cette influence, parce que ça fait des votes à l'ONU, ça fait que la France, c'est un pays qui fait 550 000 km² et qui a un rayonnement international d'un pays qui est beaucoup plus gros, et c'est en grande partie lié à ces colonies qu'elle appelle les DOM et des TOM. Donc ça, c'est ces colonies actuelles, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, etc. Et d'autre part, tout son réseau néocolonial en Afrique, qui fait que quand la France vote à l'ONU, la France a systématiquement 30 ou 35 voix, parce qu'elle a tous ces pays qui votent comme un seul homme pour tout ce que propose la France. Et donc c'est le vrai enjeu aujourd'hui pour la France, et nous ce qu'on dénonce à Survie, c'est que il faut accepter que la France est un petit pays et qu'elle n'a plus d'empire colonial. Et donc c'est sûr que par rapport aux Anglo-Saxons, aux Espagnols, aux Portugais, aux Hollandais, qui eux ont décolonisé et n'ont plus une influence sur le cours des affaires des gouvernements et des dictateurs et des armées dans leurs anciennes colonies, la France, aujourd'hui, elle n'a pas du tout réussi à faire ça, et elle résiste face à ça. Très bien. Merci, Monsieur David Martin. Malheureusement, on arrive au temps imparti qui est consacré à cette émission. Monsieur Omar Benbarti, vous avez 30 secondes pour un dernier mot. Merci. Le dernier mot, je rappellerai simplement qu'il
il y a des changements à l'ère actuelle et que la France a déjà maille à partir avec d'autres puissances qui s'appellent la Russie, qui s'appellent la Chine. On a eu la visite du président chinois il y a 2 jours à Paris, donc on a vu ce que ça a donné. Donc à partir de ce moment-là, je pense que ces pays, quels qu'ils soient dans le monde, hein, les pays africains, sud-américains, ces pays-là vont devoir démontrer la capacité d'assurer la souveraineté. Très bien. Merci, M. Bembarti. Paul-Antoine, vous avez également 30 secondes et pas une seconde de plus pour un dernier mot. Merci. Alors, moi, j'étais pas forcément tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit avant, mais très globalement, on va pas relancer le débat. Pour moi, la France quitte la France-Afrique. Je trouve que c'est inéluctable. Ça va arriver, c'est très bien. Maintenant, il faut que les Africains puissent rester indépendants, parce qu'encore une fois, comme je le disais, il ne faut pas que la France quitte, parce que la France part en par le Royaume-Uni qui reste, et j'étais pas du tout d'accord là-dessus. Les Anglo-Saxons restent en Afrique. Très bien. Il faut que les Africains deviennent indépendants et restent indépendants. Très bien. Merci Paul-Antoine. Et tant mieux si on n'est pas tous d'accord, parce qu'après tout, c'est contre le fait d'être tous d'accord qu'on se bat, contre la vie imposée de l'Occident, qu'on fait appel à vos lumières, messieurs. Très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. D'ici là, prenez soin de vous.